Nous sommes ici pour parler d'un livre que nous avons coécrit à plusieurs, le pacte synarchiste contre la précarité et pour la durabilité, et par ailleurs appelé pacte synarchiste durabiliste, et de notre envie de fonder un parti qui prendra ses racines depuis ce livre. Nous avons coécrit ce livre parce que nous pensons qu'il y a urgence. Urgence économique tout d'abord, sociétale ensuite, urgence environnementale, mais aussi des urgences liées aux transitions. Transition énergétique, technoscientifique, transition robotique. Nous allons commencer par expliciter un mot. Ce mot d'Anfield, c'est le mot synarchie. Pourquoi ce terme venu du passé est-il toujours d'actualité ? Alors, Serge, pour te répondre, j'évoquerai un mécanisme en termes de sciences de l'ingénieur. On pourrait le comparer au système de piston d'une automobile, d'un moteur à explosion, et on s'aperçoit qu'il y a tantôt des gens qui représentent, on va dire, une voie financiariste, c'est-à-dire qui favorisent les finances, mais alors parfois des finances folles, qui ne sont plus rattachées à l'industrie ni aux êtres humains, des gens qui pianotent, et même maintenant des softbots, des robots informatiques qui gèrent des milliards d'US dollars en général, d'euros, et sans contrôle par rapport à la vraie vie, à la vie humaine, à la vie industrielle. Ces gens-là, on les retrouve dans des partis politiques de droite, du centre, de gauche, et ils présentent un système qui évidemment contribue à ce qu'on pourrait appeler une sorte de dictature financière. Et dans ce moteur explosion, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, ce monde-là ne plaît plus et apparaît un monde contraire ou complémentaire, on pourrait le dire, on va le dire, d'ailleurs je le dis, un monde populiste face à ce monde financiariste, représenté par l'extrême gauche et l'extrême droite, qui ont des pensées plus musclées, disant il faudrait que ce soit bien carré, bien cadré, mais qui aboutissent à des formes dictatoriales qui, à mon avis, sont totalement néfastes pour le développement d'êtres humains. Puis ensuite, au bout d'un autre temps, eh bien, les populistes sont remplacés par les financiaristes et le moteur à explosion n'en finit plus de fonctionner de cette façon-là. Platon, dans l'Antiquité, il y a 2300 ans, dans le livre 7 de la République, évoque précisément des systèmes qui se suivent les uns les autres, la fameuse notion de démocratie qui perd le contrôle d'elle-même et qui devient un chaos, donc privé de, parce que démocratie, démocratos, le pouvoir au peuple, au bout d'un moment ça devient le sans-pouvoir, anarchos, l'anarchie au sens mauvais du terme, et puis au bout d'un moment on appelle le tyran qui va sauver tout le monde, mais qui au bout d'un certain temps devient tyrannique, il faut s'en défaire, s'en débarrasser, et puis après encore on aperçoit un autre mécanisme, celui des gens forts, démocratie, des gens à argent, oligarchie, et puis la machinerie en passant par les meilleurs, aristocratie, tourne et retourne à n'en plus finir, et nous sommes dans une aberration totale. Mais en quoi la synarchie est-elle la solution ? Alors la synarchie, pour en revenir à ma première question et expliciter donc ce mot. Tout à fait. Alors, pour en venir à ta question, oui, fondamentalement, synarché, synthèse des pouvoirs en grec, on se trouve devant une idée qui vient du marquis Joseph-Alexandre Saint-Yves d'Alvègre. On est dans les années 1880, et il y a eu évidemment dans les années du milieu du siècle, du 19e siècle, un processus de grandes questions, de révolution industrielle. Il y a eu la révolution de 1848, il y a eu le manifeste du Parti communiste de Karl Marx en 1848, et là, eh bien, certains commencent à s'interroger et se dire, mais est-ce qu'on doit continuer cette guerre entre capital et travail, entre capitalistes et travailleurs ? Et c'est là que certains, dont Saint-Yves d'Alvègre, se disent, mais
on ne peut pas continuer d'avoir une société qui tend vers une lutte des classes, avec d'un côté, d'une façon non dite mais tout à fait évidente, des gens qui prennent d'autres gens, donc les capitalistes, face aux travailleurs pour des espèces de choses à leur service, et de l'autre côté, peu à peu, dans la contre-lutte de classe, on pourrait dire, des travailleurs, des prolétaires à l'époque, qui ont une telle colère, une telle haine, on va employer le terme, qui sont prêts à tuer les producteurs de capitaux. Mais thèse, antithèse, synthèse, en termes hegéliens, Marx le développe, et le développe d'ailleurs dans les chapitres 1, notamment et 6 du Capital. La problématique est là, c'est qu'à un moment donné, on ne peut plus opposer le travail et le capital. On a besoin pour l'un de l'autre et de l'autre pour l'un. Enfin, de l'autre pour l'un. C'est-à-dire que le capitaliste qui n'a pas de gens pour travailler pour lui, son capital ne lui sert à rien. Il lui faut des serfs. On pourrait, sans avoir des cornes, absolument, c'est terrible. Et en effet, le prolétaire, celui qui, je reprends les termes de Marx, vend sa force de travail au capitaliste, il la vend pour survivre, mais il la vend, mais quand il veut, lui, avancer, il lui faut du capital. S'il veut, au bout d'un moment, monter son entreprise, le petit entrepreneur a besoin de demander aux banquiers, via des gens qui ont placé leurs capitaux en banque, de pouvoir lui permettre de créer sa petite entreprise. Donc finalement, le petit entrepreneur, c'est un ouvrier, on va dire, d'une certaine manière, au sens de l'époque, et même au sens d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un individu qui est à l'ouvrage, il est dans l'œuvre, il est dans la difficulté, il a besoin d'aide, du capital. Mais le capitaliste, lui, ne réalise rien, il a besoin de celui qui ose entreprendre. Donc les deux mécanismes sont la véritable puissance d'un monde. La synarchie serait donc une troisième voie, une voie du centre, je dirais, mais plus que du centre. Pourrais-tu nous en parler, expliquer cela? Alors, tout à fait. Ni de droite ni de gauche, mais... Tout à fait, parce que là on pourrait parler d'une voie de l'avant. En fait, si on prend en effet, puisque tu m'y invites, la main visible, on aurait pris le terme d'ailleurs de... comment s'appelle-t-il, j'ai oublié. Un économiste, bon, d'autres penseront, un économiste du 19e siècle, bon, en fait, on peut se dire que entre les deux extrêmes, gauche et droite, les trois du milieu, les trois voies du milieu, on va dire gauche, centre et droite, eh bien, on a les 5 doigts d'une main qui ne se rencontrent jamais, qui parfois même s'opposent, se tapent dessus les uns les autres. Et on peut se dire qu'en effet, on retrouve ces deux voies que je montrais en forme de piston d'automobile en train de s'arranger, en disant l'autre là-bas c'est mon ennemi, mais en fait ça m'arrange bien qu'à un moment donné il s'effondre pour que je prenne son pouvoir, puis lui-même, et puis le système n'en finit plus. Et donc à un moment donné, en effet, pensons une troisième voie. Et là, une voie qui ne soit plus une voie précisément du libéralisme à tout craint, de l'ultralibéralisme dangereux, de la finance folle et finalement du financiarisme, ni non plus du totalitarisme, avec un parti unique, une pensée unique, on tend vers Staline ou vers Hitler. Et là, on est aussi dans une aberration parce que, oui, l'être humain là-dedans, de nouveau, il n'existe pas. On est devant des mythes, des rêves, bon. Et finalement, on va prendre aussi un terme d'économie, on est devant, on y revient encore, le populisme. Donc il y a un moment où on se dit, oui, est-ce qu'on pourrait avoir un système stable, qui dure très longtemps, qui ne soit plus dans ce jeu de piston absurde, et qui justement soit donc durabiliste, et soit aussi en soi synarchique, c'est-à-dire qui permette une synthèse des pouvoirs, et un système donc, qui s'auto-stabilise. D'accord, donc la synarchie c'est une séparation des pouvoirs, c'est bien cela? Exactement, synthèse des pouvoirs, à partir d'une séparation des pouvoirs, sachant que, alors si on parle en effet, tu m'y invites, des pouvoirs constitutionnels, on a toujours nos 3 pouvoirs dans les sociétés modernes, donc le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Mais ces 3 pouvoirs, très souvent, on s'aperçoit qu'il y a une tendance à la concentration des pouvoirs.
Et la tendance à la concentration des pouvoirs, ça veut dire, à un moment ou à un autre, eh bien, c'est soit le législatif, alors là, on peut être formule 4ème République en France, soit qui va dominer, soit c'est l'exécutif, à ce moment-là, on risque d'aller vers un régime autoritaire, soit c'est le pouvoir des juges, et là, c'est un peu comme aux États-Unis, on ne sait plus trop qui gouverne réellement, en tous les cas, c'est plus le peuple. Donc, ce qu'il faut, c'est en effet créer un régime de séparation, tu viens de le dire, c'est la proposition d'ailleurs numéro 100 de notre pacte. Donc, la séparation médiée, parce qu'il faut des médiations, bien sûr, des pouvoirs. Donc, c'est là l'un des instruments principaux sur le plan institutionnel de la synarchie. J'aimerais que nous revenions à nos urgences d'Anfield et que nous parlions notamment des urgences économiques et ce que ce pacte pourrait nous apporter pour ces urgences économiques et pallier à cette économie délirante qui est actuellement en place. Alors, cette surconsommation. Oui, tout à fait. Alors déjà, le fait de penser une économie financière qui n'est plus connectée à la réalité industrielle et humaine. Ça implique en effet la surconsommation, un système qui a érigé en une sorte de religion, acheter plus, acheter plus, acheter plus, des individus qui s'endettent, qui au bout d'un certain temps ne comprennent même plus quel peut être le sens sobre et agréable de leur existence. Ils existent par une sorte de théâtralisation, on se montre, on a l'air riche, mais de plus en plus riche, puis si on est encore plus, on grimpe, alors il faut montrer aux autres qu'on est encore plus. Donc il y a en effet un grand souci, puis un souci d'économie, oui, un souci dans le système économique, c'est-à-dire au bout d'un moment, le fait de devoir s'enrichir en produisant de l'endettement, en n'arrivant plus à rembourser l'endettement, ça amène à quoi? Ça amène tôt ou tard à des guerres. C'était le principe de jachère des Romains dans l'Antiquité, c'est ce que décrivait Orwell dans son célèbre roman 1984, et la problématique, elle est tout entière là, c'est que, est-ce qu'on a là encore envie de ce système de piston ridicule et inquiétant, de se dire, eh bien, après des bons moments de paix, on va recréer des guerres, ici et là, conventionnelles si possible, et pas nucléaires si des cycles infernaux. Des cycles infernaux, oui. Est-ce qu'on a envie de cela? Est-ce qu'on a envie de voir nos enfants, nos petits-enfants aller courir comme en 14-18, s'assassiner les uns les autres? C'est aberrant, c'est ridicule. Donc à un moment donné, il faudrait se dire comment avoir un système qui soit dynamique, qui soit certes, bien sûr, il y aura toujours au niveau géopolitique des guerres économiques, parce que tel pays devient plus puissant que tel autre essaie de garder sa puissance, puis tel troisième intervient, bien sûr. Mais au moins, on n'est pas dans des guerres militaires, des guerres meurtrières, ce qui est déjà beaucoup. D'accord. J'aimerais que nous parlions un petit peu des transitions que va vivre notre monde, et donc des transitions énergétiques et techno-scientifiques, l'avènement des robots, de l'intelligence artificielle, et puis la fin du pétrole. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu, Danfield, s'il te plaît. Tu as absolument raison, on arrive dans une période gravissime, on a du pétrole de puits, du pétrole de schiste, je te remercie Serge, mais au bout d'un moment, en effet, il y en aura moins, ou du moins il sera très en profondeur, donc très difficile à creuser, à forer, donc extrêmement coûteux, et quand ça devient trop cher, les pauvres gens se disent, mais je peux plus rouler. Coûteux aussi pour la planète, en termes d'environnement. Et d'écologie, absolument. D'écologie. Donc on peut parler d'ailleurs, c'est dans le pacte d'écologinomie, et au bout d'un moment se dire les deux sont très reliés, l'une avec l'autre, économie et écologie, et se dire donc à un moment il faut penser en effet des énergies renouvelables. Et pour aller vers ces énergies-là, il faut aussi penser à mettre en œuvre un système qui déjà y pense, mais il pense non pas, comme c'est le cas de la plupart des mouvements politiques, des partis politiques, on met un peu d'écologie pour décorer, pour avoir l'air nature, on est sympa, on pense au climat, oui mais non c'est pas ça. C'est qu'on ne peut pas détruire la branche, enfin couper la branche sur laquelle nous sommes assis, détruire la planète sur laquelle nous vivons, qui est notre seule planète pour l'instant,
Donc il faut absolument pouvoir penser comment aboutir à une transition énergétique, mais sérieuse, c'est-à-dire penser notamment l'air liquide, c'est-à-dire l'hydrogène, penser aussi les nanotechnologies au niveau notamment du photovoltaïque, prendre l'énergie du soleil. Et là, on revient sur les travaux de Kardashev en astronomie, et le fait de se dire, on est dans une civilisation finalement zéro, une civilisation qui n'en est pas une civilisation qui utilise les champs, les énergies fossiles, ça veut dire qu'ils génèrent des guerres pour attraper l'énergie là-bas, attraper là, les plus l'autre. Guerre du Golfe notamment. Exactement, mais tu as raison, absolument. Alors que si on arrive le plus tôt possible à une civilisation de type 1, c'est-à-dire capable de puiser l'énergie dans son étoile locale, donc notre Soleil, et bien à ce moment-là, tout change, c'est-à-dire qu'on a de l'énergie pour toute la planète, pour tout le monde. Et là, il n'y a plus besoin d'être en guerre contre le voisin, plus d'horreur, de terreur, plus ce qu'on connaît aussi, pourquoi il y a des milliards d'êtres humains sur l'ensemble qui ont un certain niveau de vie, d'autres qui ont un niveau de vie assez médiocre, et d'autres qui sont carrément dans la misère, parce que c'est entretenu, parce que si tout le monde prenait les grosses parts du gâteau, ce serait terrible. Donc en fait, ceux qui sont les plus riches, nous en sommes, s'arrangent pour que les autres, surtout, ne deviennent pas. Mais c'est absolument odieux, alors que si on arrive techno-scientifiquement à changer cette donne, eh bien, l'énergie redistribuée à tous égale une planète saine, une planète heureuse. Et les robots d'Alfie, tout ça. Oui, c'est vrai que la seconde partie de ta question, oui, la transition robotique, l'intelligence artificielle, mais oui, face à nous, ça veut dire énormément de métiers qui vont disparaître entre eux, on va dire... Est-ce que c'est fondamentalement mauvais, cette intelligence artificielle, ou est-ce qu'il y a du bon dans cette intelligence artificielle et un peu de mauvais? Qu'en penses-tu? Alors, oui, puisque tu m'orientes vers cela, tu as tout à fait raison, c'est pas blanc ou noir, c'est pas manichéen, on n'est pas chez des petits-enfants. Bien évidemment, c'est pas ou tout bon ou tout mauvais. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'évidemment, et heureusement, quand il y a un robot qui nettoie chez toi, tu n'as plus besoin de t'occuper de quoi que ce soit, il roule, c'est magnifique. Seulement, ce robot, tant qu'il en est, alors à ce que Elon Musk appelle précisément l'intelligence artificielle, on va dire soft, simple, tout va bien. Si ça devient l'intelligence artificielle hard, l'intelligence artificielle complexe, là ça devient beaucoup plus inquiétant. C'est dans le Stanley Kubrick, tu sais, 2001, l'Odyssée de l'espace, où tu as un robot, ordinateur formidable, qui est capable au bout d'un moment de contrôler lui-même une mission spatiale, bon, mais qui la détourne, mais c'est terrible. Et si on avait un gouvernement planétaire avec une intelligence artificielle, est-ce qu'elle ne casserait pas l'humain? Est-ce que, bon, alors là on peut penser à Asimov, est-ce que il doit y avoir des lois qui gèrent l'intelligence artificielle et comment les respecterait-elle ces lois? Parce qu'elle va peut-être être plus intelligente que ces lois qu'on lui aura implémentées en termes d'algorithmes. Donc, la vraie question, elle est en effet de se dire, non pas y a-t-il une bonne ou une mauvaise intelligence artificielle, y a-t-il un pourcentage d'intelligence artificielle acceptable ou pas, mais plutôt de se dire, est-ce que l'on peut placer l'être humain sur la planète dans une route qui soit complémentaire à celle de l'intelligence artificielle, à savoir, nous sommes dans des intelligences dites naturelles, biologiques, et bien nous avons peut-être des compétences à développer sur le contrôle de notre cerveau par nous-mêmes, qui vont être appréciées, si j'ose ce terme, des intelligences artificielles dans un certain temps, quand elles commenceront à performer, et puis, d'un autre côté, eh bien, nous aurons leur aide, ce sera donc des alliés, non pas des ennemis. L'intelligence artificielle, les robots, est-ce un danger pour l'emploi, ou cette intelligence va-t-elle obliger l'être humain à se former davantage? Qu'en sera-t-il? Y aura-t-il des gens qui resteront sur le carreau, Delphine? Alors, si nous continuons d'exister avec les deux voies actuelles, c'est-à-dire financiarisme et populisme, avec les 5 tendances politiques actuelles,
donc les deux extrêmes, extrême gauche, extrême droite, et les trois modérés, gauche, centre et droite, oui, malheureusement, on va, puisque ces gens-là ne considèrent absolument pas, sinon parfois dans des beaux discours, l'être humain, on va arriver vers des monstruosités. On va avoir des gens paupérisés, qui vont devenir haineux, parce que le robot aura remplacé leur métier. Il n'y aura plus de comptables, il n'y aura plus de... on aura encore des experts comptables pendant un certain temps. Les juristes notamment peut-être vont... Ah mais tout à fait. Les juristes... Documentalistes, juristes... Absolument. Le juriste de mairie, l'avocat de mairie, il peut dire au revoir à son métier. Et alors, pour aller dans ton sens, le plus grave, c'est que on a, puisque tu évoquais aussi la notion de formation, on a des gens encore aujourd'hui complètement irresponsables dans ces 5 tendances politiques actuelles. C'est pourquoi il est nécessaire d'en créer une 6e, intelligente cette fois, si j'ose le terme. Il faut penser que c'est aberrant de dire à des jeunes qui viennent de sortir d'un baccalauréat qu'il faut suivre des études pour être, je sais pas, avocat, c'est plus la peine. Il faut par contre apprendre à être ingénieur roboticien, ou bien avoir des compétences en droit pour travailler avec des ingénieurs roboticiens, ou bien, pareil, le médecin de base, le médecin généraliste, à terme, il est fini. C'est fini, c'est le médecin spécialiste qui va être important. Et il sera un travailleur, je veux dire, travaillant avec l'ingénieur roboticien pour pouvoir préparer ce qu'on trouvera chez le pharmacien dans quelques décennies, à mon avis dans une ou deux, c'est très rapide, les années 2030 ce sera en route. On ira chez le pharmacien, on aura le logiciel médecin qui répondra à nos problèmes, qui posera des questions sur notre pathologie et qui pourra, du point de vue des symptômes, nous déclarer, voilà, il faut suivre tel traitement. Et ce logiciel, il aura été conçu par des médecins spécialisés en ceci, cela, celui, et des ingénieurs roboticiens. D'accord. Donc nous avons parlé de précarité un petit peu, nous allons maintenant parler de stabilité, donc cette stabilité qui tue cette précarité et dont nous avons besoin dans nos vies. Le pacte propose cette stabilité par un emploi garanti à vie. Donc notre pacte propose une fonctionnalisation massive. Nous avons parlé un peu de Karl Marx tout à l'heure. Et peux-tu nous expliquer cette nouvelle fonctionnalisation et en quoi elle serait différente des précédentes? Tout à fait. En effet, le pacte ose évoquer, lorsqu'il avait été mis en évidence sur le terme, autour du terme flexi-sécurité, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut penser que dans un monde qui génère de la haine parce que des gens sont sur le carreau, parce qu'on ne leur trouve pas de travail, parce qu'on leur trouve un travail précaire, et qu'encore on leur trouve, l'agence pour l'emploi, restons dans le décorum, les oriente, et puis débrouille-toi mon petit. Ce système-là ne peut pas durer. Les gens sont épuisés à chercher du travail, à maintenir le travail, à continuer de lancer leur CV partout pour durer. Donc il faut absolument un système qui soit capable de penser loin, pas penser sur 5 ans ou 10 ans pour ceux capables dans les 5 parties, dans les 5 tendances politiques actuelles. 10 ans c'est beaucoup trop court, il faut penser 30 ans, 50 ans, 60 ans. Et ça c'est possible, comme dans les plans d'organisation militaire, l'armée pense à 30 ans. On ne peut pas, il faut penser en termes de, justement, dans le complexe militaire-industriel, on n'est pas dans la rigolade, on est dans du sérieux. Donc, penser 30 ans, ça veut dire se dire quel va être le schéma de vie, d'organisation économique, financier, bien sûr, commercial, bien sûr, mais aussi... Et notre parti ne proposera pas un programme sur 5 ans, mais un programme sur 30 ans, n'est-ce pas? Absolument. Alors, et précisément, pour répondre aussi à l'autre aspect de ta question, c'était le... C'était la partie fonctionnalisation. Oui. Et donc, je vais oser un mot nouveau, le mot mutuala que propose notre pacte. Voilà. Et puis, qu'est-ce que le mutuala? Je peux lire des propositions, la proposition notamment 181 issue du pacte qui va nous donner une idée plus précise et qui va enrichir notre débat. Donc, la proposition 181, le mutuala, poste salariat entrepreneurial étatiquement garanti
et base rétributrice et fiscale de notre société. Donc la proposition 181, nous reconnaissons et servons le mutualin comme la base rétributrice et fiscale de notre société, se manifestant telle une sorte de salariat, entre guillemets, autogéré par chacun, chacune, dans le choix de ses aménagements horaires et géographiques, fondés sur les nécessités de la collectivité et les vocations, ou expression des compétences actuelles ou potentielles, sous forme de besoins vocationnels de chaque individu. Salariat, entre guillemets, réactualisé et valorisé par la formation, nous en parlions tout à l'heure, certidiplômante tout au long de la vie. Le mutualat fonctionnant comme si chaque citoyen-citoyenne était de fait l'entrepreneur de sa propre existence. C'est très beau. Existence professionnelle, intelligemment fédérée aux autres existences professionnelles. Voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus sur le mutualat et sur la différence mutualat-salariat notamment? Alors, je vais revenir un peu en effet sur ce qui m'avait un instant échappé, la question de ce fonctionnariat différent de la garantie de travail à vie qui était dans les régimes dits communistes, qui d'ailleurs n'ont jamais été communistes, et des régimes de capitalisme d'État, et comme en Chine d'ailleurs encore aujourd'hui. En fait, la problématique, elle se pose à partir du moment où l'on doit considérer que ce qui est important, c'est de garder une économie de marché, c'est-à-dire de la dynamique. Mais à partir du moment où on réfléchit dans la peau d'un salarié ou dans la peau d'un petit entrepreneur, on réfléchit et on découvre deux drames. Le salarié, donc je le disais un petit peu avant, passe son temps à courir après de l'emploi, et plus ça avance, plus ça se précarise, et puis il court partout, il est fatigué, il n'a plus le temps. Une sorte de dictature en somme. Une dictature du salariat, absolument. Et cette dictature du salariat devient insupportable. Tu l'évoquais avec un peu d'humour, finalement, l'individu est un peu comme un cerf attaché à la glèbe atavique, qu'écrivait Nietzsche, mais tout à fait, on est dans cette horreur de l'individu qui n'a plus de liberté. Parce qu'il ne peut plus sortir du système. À moins justement que radicalement on crée un système nouveau, avec des institutions nouvelles, un régime nouveau. Et c'est là qu'on s'aperçoit, donc je reviens pour les deux aspects de ce que pourrait être ma réponse, ou va être ma réponse, c'est que l'aspect humain en tant qu'individu, en tant que salarié, pouvoir se dire, eh bien, je suis dans un système aberrant, est-ce qu'on pourrait le remplacer par un système où des gens me placent, m'assurent que j'aurai un placement de ma vie, c'est-à-dire, c'est pas, j'ai réussi un peu des études par hasard, j'avais des pistons ou pas, parce que je suis dans une bonne famille ou pas, puis si jamais j'ai pas les bons pistons, c'est l'enfer, la catastrophe. Non. Là, on peut penser à un système précisé et développé dans le pacte, dans notre pacte, un système où il y a en plus des trois pouvoirs constitutionnels usuels, deux autres pouvoirs constitutionnels, un qui s'appelle le pouvoir scientifico-médiatique, c'est-à-dire qui développe la science partout dans les médias, pour que les gens soient plus à croire, je ne sais pas quel mirage, la Terre est plate, ou autre théorie du complot pour enfants de 5 ans. Non, la Terre, forcément, c'est une boule, c'est physique. Quand on a étudié les sciences physiques, on sait que un caillou, ça roule dans l'eau, ça peut... C'est donner de la connaissance. Donner de la connaissance, exactement. Et à partir du moment où il y a une société un peu comme dans l'Inde ancienne, on revient au temps des Védas, il y a 4, 5, 6 000 ans, on peut aller au fond du début de civilisations magnifiques qui ont existé, où l'idée c'était de se dire on amène les individus à évoluer dans leur vie. C'est-à-dire que lorsqu'on est jeune, on étudie, mais après on travaille, on fonde une famille, et puis encore après, eh bien, c'est pas la retraite, mais non, encore après, on a envie d'être professeur ou moniteur, c'est-à-dire d'enseigner ce qu'on a vécu. Parce que c'est complètement aberrant de prendre quelqu'un qui sort de l'université, qu'on propulse, professeur d'université, il ne connaît rien, il n'a aucune pédagogie, cet individu-là, il n'a même pas la compréhension humaine des gens qui sont en face. C'est aberrant. Non, il faut mériter, il faut travailler. Et donc n'importe qui devrait, à un moment donné de sa vie,
à tel ou tel âge, à par exemple, 60 ans, eh bien, 60 ans, c'est pas la retraite, ou c'est pas le poteau d'exécution, ou le je ne sais quoi, les guerres. Non, à 60 ans, c'est... On transmet. On transmet, exactement, on devient professeur. Mais à 70 ans, c'est pas non plus, ça y est, c'est fini, allez, dégage. Non, à 70 ans, c'est on devient un conseiller, on a capacité, et si c'est pas 70, c'est 75, capacité à se dire, maintenant, j'ai suffisamment travaillé pendant une dizaine, une quinzaine d'années de ma vie à enseigner ce que j'avais développé, compris tout au long de ma première phase d'existence, mon premier âge d'existence, si on peut dire. Et bien après, il y a cet autre âge où j'enseigne, puis après, il y a un autre âge encore où je suis conseiller pour ceux qui ont besoin d'avancer. Et puis encore après, eh bien, tu peux avoir même vers mes 80, 85 ans, un nouvel âge où là, je suis dans la recherche de questionnements intérieurs, personnels, ou bien recherche sur mon métier. Mais oui, ça continue d'aider tout le monde, et je suis fier de ma vie qui a du sens, qui est une vie honorable, respectable, digne. Et c'est là que... Participation active à la vie de la société. On a le sentiment d'être là, d'être utile. Exactement. Voilà. C'est pas l'individu qui est vieux, on te jette, et puis il n'y a plus qu'à mourir pour se sentir pas trop inutile, justement. Et alors, quand je reviens à l'âge des conseillers, eh bien, parmi ces conseillers, il peut y avoir des gens qui ont une formation de type École nationale d'administration, qui sont donc des administrateurs civils militaires, ou civils et militaires, parce que le pacte envisage aussi que nous ayons des gens qui soient à mi-chemin entre le système militaire et le système civil, parce que nous sommes dans une guerre économique, il faut y penser. Mais bon, je place tout ça de côté. Mais la grande idée, elle est de se dire à ce moment-là, ces administrateurs civils et leurs attachés vont pouvoir entrer dans un cinquième dans un pouvoir, j'allais dire dans un corps d'État régissant un cinquième pouvoir institutionnel, exactement le pouvoir socio-organisatif ou placier, dont la mission va être de placer les individus. Donc les individus ne sont plus dans une sorte de pôle emploi ou des plaisanteries de ce genre. Non, là, chaque fois, il y a un professionnel. Exactement, un professionnel qui sait ce que c'est que le monde dans lequel on va, qui a travaillé, mais qui aussi est au courant des notes bleues de Bercy, si on est en France, c'est-à-dire de ce que le ministère des Finances est en train de préparer, au courant avec des informations claires et précises. Tel groupe industriel va à tel ou tel moment fusionner avec tel autre. À partir de là, on ne va pas laisser un malheureux essayer de se former dans un métier qui dans 5 ans n'existe plus. Non, on va l'aider au contraire à avoir la bonne formation pour être justement, comme tu disais, non plus un salarié, mais un mutualé dans un système plus global. Et ma seconde réponse à ce que tu disais, c'est quand on n'est plus dans le cadre donc, de celui qui était un salarié et qui, dans un système donc un peu dans le genre du portage salarial, mais bien développé, qu'on va donc appeler un mutualé, eh bien il y a celui aussi qui se dit, moi je vais monter mon entreprise. Il crée sa start-up. Aujourd'hui, il demande à un banquier, c'est un petit homme, une petite femme ordinaire, qui n'a pas beaucoup d'argent parfois, et qui va voir un banquier, j'ai une idée géniale, je voudrais monter une entreprise de ceci, cela, prêtez-moi de l'argent. Seulement si ça échoue, endettement, passer une partie de sa vie, voire toute sa vie à rembourser. On rembourse déjà tellement, Danfil. Exact. Nos dettes qui n'est pas à nous, mais nous y reviendrons peut-être. Tu as raison. Donc, évitons de cumuler de la dette et surtout de ruiner des êtres humains qui sont parfois des talents, des êtres pleins de valeurs, qui seraient capables d'aider l'humanité. Au lieu d'aider l'humanité, ils sont là en train de compter leurs sous pour rembourser parce que personne ne les a guidés. Alors que si il y a un système enfin intelligent, enfin humaniste, qui se disent, voilà, nous prenons en main, à travers ces administrateurs placiers, leurs collaborateurs, donc ces attachés placiers, on a quelqu'un en face de soi dans des chambres de commerce qui arrive et qui dit, voilà, je voudrais monter une entreprise de ceci, cela, et là, on regarde des documents sérieux, et on découvre que dans 5 ans, 10 ans, tel secteur d'activité sera plus du tout florissant. C'est pas la peine, cher jeune homme, chère jeune fille, d'aller dans ce secteur. Vous êtes ruiné. Ou alors,
vous y allez, mais par tel autre secteur qui va se développer à côté, qui va permettre une compensation, une complémentarité. Et à ce moment-là, ce jeune qui serait amené à se surendetter, parce que le banquier ne lui pense pas comme ça, le banquier dit « Ah, on apporte de l'argent, on va rembourser, même s'il s'effondre, c'est pas grave, on remboursera pendant tant d'années. » Mais là, non, on n'est pas en train de jouer. C'est la vie d'être L'être humain n'est pas un robot. Exactement, et plus encore, il y a une autre phrase, l'être humain, je la retrouverai peut-être. Je voudrais revenir sur ce dont nous avons parlé tout à l'heure, et puis moi, le mot qui m'a un peu choqué, mais qui n'est pas choquant, la dictature du salariat, un mot quand même dur. Oui. Et je voudrais revenir sur le mot la liberté du mutualard en contre-proposition. Et donc je vais vous lire deux propositions issues de notre pacte, la 45 et la 46, afin d'enrichir le débat encore une fois. Donc la proposition 45, dans l'économie synarchiquement mutualisée, l'internalisation des personnes dites physiques est la règle. Ce qui signifie qu'à terme, nous n'y achèterons plus le travail de nos collaborateurs selon le fondement du salariat, mais le louerons à l'employeur unique que sera le supra-État fédératif que nous préparons en sa qualité juridique et administrative d'État placier, nous en parlions tout à l'heure d'Annefield, sous le fondement du mutualat synarchiquement organisé, ce qui implique, in fine, que nous nous orientons vers une société où l'humain, par son activité professionnelle, n'est plus achetable, mais simplement louable, dans les deux sens du terme. Le droit dit du travail, entre guillemets, devant être complètement réactualisé en mode synarchique. Et il y a également cette proposition, donc la 46, dans le cadre de l'organisation rationnelle mais humaniste de la profession en mode synarchique, chaque citoyen, citoyenne de la grande république planétaire en préparation est fonctionnalisé. Il n'a en tout état de cause qu'un seul et unique employeur, l'État. Qu'est-ce que cela t'inspire? Alors, on est revenu sur l'État placier, la fonctionnalisation, le fait que l'emploi n'est plus achetable mais louable. Alors déjà, oui, il y a au niveau du pacte synarchiste durabiliste, au niveau du projet de parti synarchiste réel durabiliste, l'idée fondamentale, première de tout ce travail, c'est de détruire la précarité et de la remplacer par de la durabilité. Plus des systèmes de rigolos sur 5 ou 10 ans, mais des systèmes sérieux sur 30, 40, 50, 60 ans. Donc, évidemment, il nous faut penser le mutualé qui se trouve dans un système qui va tourner. Et là, on est obligé, évidemment, de réfléchir à cette louabilité, je reprends ton terme avec ton humour, mais en effet, se dire qu'un individu qui est attaché à son entreprise ou à une autre entreprise ou à un ensemble d'entreprises et qui finalement est comme un bien vendable, c'est assez horrible, finalement on n'est pas loin de l'esclavage. Hein, l'être humain n'est pas une marchandise. Exactement. Eh bien, l'idée là, pour notre chaîne Nous Demain, absolument, eh bien, il est nécessaire de penser qu'à partir du moment où il y a... je vais prendre un exemple à côté, mais où il y a un être humain qui a la capacité de dire, d'abord, je ne suis plus... je vais compléter, c'est-à-dire finalement ce que je disais un petit peu avant pour l'entrepreneur, mais où je ne suis plus un bien de consommation, mais où je suis quelqu'un qui suis libre. C'est-à-dire en fait, mon placier, que je visite quand j'en ai besoin, et quand il le peut, d'après son agenda, mon placier me dit, voilà, si tu veux, il y a un travail salarial, entre guillemets, mutualal sans guillemets, ici, là et là-bas. Et moi, ça m'arrange peut-être d'avoir 3 activités. Donc, en tant que, je vais dire, employé, je vais prendre ce terme-là, c'est fichtrement intéressant pour moi de me dire que je n'ai plus qu'un employeur qui s'appelle l'État ou le supra-État européen, mais plus Pierre, Paul ou Jacques. Mon employeur est unique
Et mon employeur peut me placer ici, là et là-bas. Et c'est du donnant-donnant, salarié-employeur. Parce que le salarié se doit de mutualer, pardon, se doit de se former. Et on lui garantit l'emploi, mais il se doit aussi d'être utile, nous en parlions tout à l'heure, et de se former. Alors, je vais revenir sur la formation et la flexi-sécurité, j'entends ce que tu dis. J'avais peur qu'on oublie. Non, j'entends bien, non. Mais tu reviendras, mais je voudrais juste penser au deuxième volet, c'est-à-dire à côté de l'employé, comme j'ai dit il y a quelques minutes, qui va pouvoir se dire, ouf, je suis dans un système qui me prend en compte. Stable, exactement, on n'est plus je cherche du travail, au secours, non, ça c'est fini. Mais, j'y reviendrai juste après, mais par contre, pour celui qui est dans l'autre posture, celui qui décide d'être, on ne va pas dire un employeur, puisque l'employeur unique, c'est l'État ou le supra-État, mais on va dire un accroisseur, il aide à la croissance. Bien, ce chef d'entreprise, qui est donc un accroisseur, eh bien, il n'est plus non plus dans l'angoisse de se dire « Ah, faut que j'emploie des gens, je ne sais pas, pour la période d'été ou pour l'hiver, parce que c'est là que j'ai mon gros chiffre d'affaires en plein hiver, et comment je vais me débrouiller parce que je n'ai pas de capital justement disponible pour avoir 3, 5 employés de plus. En même temps, le plus gros de mon chiffre d'affaires, c'est là, en fin d'année, comment je me débrouiller? Parce qu'après, il faut que je paye les diverses caisses pour cet employé ou ces employés. Au secours. Et là, c'est plus au secours. C'est je demande à l'État placier de m'envoyer 5, 6, 7 personnes qui ne sont pas des malheureuses disant, alors on revient à ce que tu disais avant, oh là là, au secours, mais il va me jeter à la fin de... Ou alors je travaille mal parce que je n'ai rien à... Bon, sinon je travaille, mais alors comme je suis le paysan lance-pierre, je m'amuse même à casser tout. Non, c'est fini, je suis heureux de travailler parce que c'est le système entier qui me protège. Et en effet, en compensation, j'arrive à ce que tu disais, en compensation, eh bien, je suis au service du système. Je ne suis plus un égoïste dans mon petit moi-je et mes quelques enfants, et c'est moi, non. Je suis dans l'intérêt général de l'humanité. Donc, à partir de là, on m'explique, voilà, il y aurait du travail pour toi, là-bas, dans tel secteur d'activité, tu vas suivre une formation pendant 6 mois, tu as déjà une connaissance dans ce domaine-là, c'est ton métier, mais tu vas pouvoir être un peu plus à la pointe. Et à ce moment-là, tu pourras travailler pour là-bas pendant, allez, on a un contrat sur 1 an. Superbe, j'ai mon contrat d'1 an, après mes 3 mois à passer pendant la période d'hiver. Et au bout d'un moment, donc je continue de m'améliorer, je me forme, je commence à me dire, j'étais au début petit employé ou ouvrier ou l'équivalent, et au bout d'un moment je suis puis un technicien, puis technicien supérieur, puis un métier intermédiaire qui existe dans certains pays et qui va se développer partout, qui est entre, on va dire, entre je prends dans les milieux de la santé, entre l'infirmier ou l'infirmière et le médecin, eh bien il y a le poste intermédiaire qui va apparaître, qui va se développer. Eh bien, c'est pareil entre l'ingénieur, enfin entre le technicien supérieur et l'ingénieur, il va falloir on va dire un assistant ingénieur. Et puis après, je peux continuer ingénieur, puis au bout d'un moment, j'ai des performances, je suis peut-être capable, des compétences, pardon, je suis peut-être capable de performer et d'arriver à être directeur ceci, directeur cela. C'est plus non plus le mythe, on devient manager comme ça, et puis on tombe après. On est dans une société stable. Donc l'individu qui a grimpé d'un cran, c'est une certification, donc une reconnaissance de ses compétences qui s'acquiert, et donc il grimpe, il y a une montée en grade. Là encore, comparaison avec le système militaire, on a un individu qui n'est plus un jetable, un mouchoir jetable, disait un ministre il y a fort longtemps. Non, c'est un individu regardé avec respect, qui acquiert solidement une compétence qui lui permet de grimper. Voilà. Est-ce qu'il y aura donc moins de concurrence entre les individus, plus d'humanité, plus d'aide entre les différents, je dirais, au lieu de dire salariés, je veux dire entre les mutualiers d'une même entreprise? Y aura-t-il la concurrence que nous vivons actuellement ou ce sera plus humain? Alors tu as raison de le mentionner, dans la fin du pacte de mémoire, il y a en effet quelques propositions qui évoquent l'absurdité dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, de voir finalement des petits systèmes féodaux. On a l'impression même être arrivé aux droits humains, on n'est même pas en 1789 ou 84 aux États-Unis, c'est-à-dire on est devant des cheffaillons partout,
qui généralement n'ont aucune compétence technique, ça ne rien de rien. Alors, parfois, il y en a qui arrivent quand même au moins à comprendre le management de leurs équipes, c'est déjà pas mal, mais ils exercent des pouvoirs tyranniques sur des pauvres gens. C'est complètement insupportable. Donc il faut à un moment donné que ces gens-là aient de vraies formations techniques et qu'au bout d'un certain temps, eh bien, le système, en effet, soit dans le respect mutuel, c'est-à-dire que c'est pas seulement le chef Vaillant qui écrase jusqu'au président de la direction générale, d'ailleurs qui sont généralement plus cool que des gens en dessous, il faut le reconnaître, mais par contre, pouvoir avoir aussi la reconnaissance dans l'autre sens, c'est-à-dire apprécier que les maillons fonctionnent de façon justement peut-être un peu moins pyramidale, un peu plus dynamique. Merci Danfil. Permets-moi, oui, je voudrais rajouter un détail parce qu'il est dans le pacte et il est important. Je reviens, parce que j'évoque justement cette dynamique dans l'entreprise, mais l'entreprise qui est donc l'instrument capital de notre action, d'ailleurs c'est une proposition qui le note en plein mot, tel que je viens de la citer, eh bien, il est important de penser qu'un entrepreneur se trouve devant une catastrophe quand il doit passer des heures devant sa comptabilité pour se dire « Oh là là, j'espère que les services fiscaux ne vont pas me dire « Oh, il faut payer une amende, hein, c'est une erreur. » Alors que là, les employés, au moins dans l'entreprise, sont comptabilisés à part par l'État placier. Et de ce fait, c'est plus lui, le pauvre petit entrepreneur, qui perd son temps au lieu de travailler dans son métier. Il est libéré de ses... Exactement. Mais ça va plus loin parce que ça permet à ce moment-là de dégager plus de rentabilité. C'est-à-dire que contrairement au système capitaliste actuel, qui est une vraie aberration, non seulement ce que nous proposons assure aux gens le calme, la tranquillité de se dire voilà, j'ai un emploi, et si je l'ai plus, j'aurai une formation pour avoir un autre emploi, puis un autre, puis un autre. C'est fini l'horreur et la peur. Mais en plus, le petit entrepreneur, il n'est plus en train de se dire oh, moi aussi j'ai peur. C'est une sorte d'ouvrier face à un ouvrier, c'est prolétaire face à prolétaire, c'est affreux. Non, il va se dire mes employés, ils me viennent comment vais-je dire, de l'employeur unique. De l'État placier. Exactement. Et donc là, soulagement, je ne suis plus en train de les gérer, de perdre mon temps, donc je peux travailler plus dans mon corps de métier. Et donc c'est plus rentable. Là, on avait au niveau économétrique calculé. Je peux penser davantage à mon entreprise de manière stratégique. Exactement. Ça fonctionne mieux. On arrive à du 30% de bénéfices supplémentaires. On n'est plus dans le système capitaliste du temps de gagner. Exactement. Donc on est à la fois sur le plan capitaliste, on gagne beaucoup plus, et sur le plan socialiste, les gens sont beaucoup plus stables, beaucoup plus heureux, peuvent penser leur avenir, au lieu de se dire comment je vais vivre le mois prochain, l'année prochaine. Non, ils peuvent s'organiser. Et tu me diras aussi, on a cela dans le pacte et c'est extrêmement intéressant, et j'arriverai à ma conclusion ici, mais les petits entrepreneurs, le fils de boulanger qui se dit je vais essayer d'avoir une grosse entreprise, diffuser mes boulangeries par exemple. Bien, ce pauvre malheureux qui a commencé, il avait un certificat d'aptitude professionnelle, il a grimpé, il a eu un bac technique, il a travaillé, il cravache. Et ce malheureux qui travaille, eh bien, au bout d'un moment, il se dit voilà, j'ai réussi, oui, mais contrairement à quelqu'un d'un grand groupe industriel, j'ai pas on appelle ça un CE, de comité d'entreprise. Il n'y a pas de comité d'entreprise pour me payer, pour mes enfants et les enfants de tous mes employés, des petits cadeaux à Noël. Ils n'ont pas de vacances, ces pauvres gens. Et moi non plus, d'ailleurs. Ben non. Là, on change toute la donne. Le pacte prévoit qu'il y ait, par corps de métier, l'organisation de groupes d'indus-serviciels, donc entre l'industrie et les services, qui réunissent des tas d'entreprises. Et là, le petit entrepreneur, soudainement, il a le même statut que le président directeur général d'un grand groupe. C'est-à-dire qu'il a cette possibilité d'avoir tous les avantages. Donc on a véritablement, je dirais, dans ce pacte... un partage. Exactement. Merci Danfil. Merci Serge.